Alors, le but de cette petite vidéo, c'est de faire un petit rappel sur un type de texte particulier qui est la lettre. Alors, vous avez bien sûr pu travailler sur ça les années précédentes. Vous avez même pu travailler là-dessus en techno pendant l'année de 3e pour préparer votre stage. Donc, la lettre, c'est un texte particulier qui a des codes particuliers et il faut les respecter. Il n'est pas rare que ça tombe au brevet, c'est-à-dire qu'on demande aux élèves d'écrire une lettre. Alors, vous prenez la fiche M4 qui s'intitule la lettre, donc fiche méthode, et on va regarder ça ensemble. Alors, la lettre dont on va parler ici, c'est la lettre officielle, c'est-à-dire la lettre qu'on écrirait, par exemple, à une entreprise pour demander un stage, au président de la République pour faire une récrimination, ou peut-être, je ne sais pas, au principal pour lui faire une proposition pour l'organisation du collège. Donc, c'est une lettre officielle. Vous pouvez être amené à écrire des lettres qui ne sont pas officielles, c'est-à-dire des lettres que vous pourriez écrire à un ami, et à ce moment-là, un certain nombre de ces règles, celles que je vais vous expliquer, ne seront pas appliquées. On va regarder ça dans le détail. Alors, quand vous regardez la lettre, déjà, au premier coup d'œil, vous voyez que la disposition de la lettre est assez particulière, et il faut la connaître. C'est important de la connaître pour écrire une lettre officielle, pour le brevet, mais pas seulement, je dirais que dans la vie de tous les jours, c'est utile. Alors, premièrement, en haut, à gauche, vous allez retrouver les coordonnées de l'émetteur. L'émetteur, c'est celui qui écrit la lettre. Donc là, en l'occurrence, c'est vous. Si vous écrivez une lettre à EDF, vous allez mettre vos coordonnées, nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, courriel, donc courrier électronique. À quoi ça sert? Ça sert à celui qui reçoit la lettre, le destinataire. Ça lui permet de savoir qui lui écrit. Et surtout, il a vos coordonnées pour pouvoir vous répondre si jamais il a besoin de vous envoyer à son tour une lettre. Petite chose importante, si à l'oral du brevet, on vous demande de rédiger une lettre, il est évident que vous ne mettez pas ici vos vraies coordonnées ni votre vrai nom. Je vous rappelle qu'une copie lors du brevet doit rester anonyme et donc on ne doit pas retrouver votre nom, votre prénom, votre classe, etc. Ça, il faut que la copie soit anonyme. Donc même si on vous demande d'écrire une lettre officielle, vous inventez un faux nom avec une fausse adresse et un faux numéro de téléphone. Ensuite, donc ça c'est pour en haut à gauche l'émetteur, celui qui écrit. En haut à droite, petit 2, vous allez avoir maintenant les coordonnées du destinataire, c'est-à-dire celui qui reçoit la lettre. De la même façon, donc là vous voyez, je l'ai écrite à EDF, j'ai écrit, comme c'est une grosse entreprise, j'ai mis à l'attention de Monsieur Fabre qui travaille chez EDF, et j'ai mis la même chose, les coordonnées postales ainsi que le numéro de téléphone. Donc ça aussi c'est important pour préciser à qui on écrit très précisément. Voilà. Donc émetteur, destinataire, en haut à gauche, en haut à droite. Ensuite, si on continue notre lettre, vous avez ici le petit 3. Alors ça, c'est l'objet de la lettre. Alors ça, vous n'allez trouver ça que dans des lettres officielles, et je vous conseille de le mettre. Je vais vous expliquer pourquoi. L'objet de la lettre, c'est en une phrase, en quelques mots, la raison qui vous pousse à écrire la lettre. Donc là, par exemple, vous demandez un stage dans une entreprise, vous faites une réclamation à EDF parce qu'ils vous ont trop prélevé d'argent. Donc, à quoi ça sert d'avoir ce type d'objet dans une lettre officielle? Eh bien, ça permet à la personne qui trie le courrier de savoir très rapidement à qui elle doit donner cette lettre. Vous imaginez bien que chez EDF, il y a des milliers de personnes qui travaillent. Et donc, ce n'est pas la même personne qui traite les demandes de stage et la même personne qui traite les réclamations. Donc, pour que votre lettre arrive rapidement, quand vous écrivez à une entreprise, et notamment une grosse entreprise, c'est mieux de mettre un objet. De la même façon, si vous écrivez à un ami, vous n'allez pas faire ça, évidemment. Ensuite, petit 4, vous allez mettre ici la date et le lieu de l'écriture de la lettre. Donc, où vous êtes quand vous l'écrivez, quel jour il est, le jour où vous l'écrivez. Bien sûr, là aussi, si vous faites une lettre officielle, c'est extrêmement important parce que ça permet à celui qui la reçoit d'avoir une idée du moment, du temps qu'il a pour vous répondre. Et si vous écrivez une lettre pour le brevet, bien sûr, vous ne mettez pas ni la vraie date, ni le vrai lieu. Donc là, vous voyez, on n'est que dans la disposition, on n'a absolument pas commencé à parler de la lettre. On va commencer maintenant, petit 5, ici, avec la formule d'appel. Alors, la formule d'appel, c'est ce qui permet de débuter une lettre. Cette formule d'appel, elle est obligatoire. On doit absolument l'écrire. Cette formule d'appel, elle va être différente selon le lien de proximité que vous avez avec la personne que vous écrivez. Par exemple, si vous écrivez à
au principal du collège, vous ne pouvez pas lui écrire salut ou coucou. C'est quelque chose de familier et ça ne va pas aller avec le titre de monsieur le principal. Donc vous pouvez écrire monsieur le principal. Vous pouvez même ne pas mettre son nom puisque c'est finalement assez familier. Donc monsieur le principal, vous écrivez à sa fonction. De la même façon, si vous écrivez au président de la République, vous ne pouvez pas dire salut ou coucou, ni bonjour. Si vous écrivez à quelqu'un que vous appréciez et avec qui vous êtes quand même pas trop proche, ça peut être cher monsieur ou chère madame. Et si c'est vos meilleurs amis, vous pouvez être innovant dans la formule d'appel. Petite remarque, en français, ici, on abrège monsieur M. Alors je sais qu'on le trouve écrit partout et même sur les courriers du collège parfois, écrit MR, mais non, en français, pour abréger monsieur, c'est M. Ensuite, vous avez le corps de la lettre, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous l'écrivez. Et ce qui est important, c'est qu'elle est organisée, cette lettre, en paragraphes. Un paragraphe commence par un alinéa. Donc ça, vous connaissez, c'est le contenu de la lettre. C'est ça vraiment que vous aurez à faire. C'est la vraie partie rédaction, si je puis dire. Petit 7, vous avez aussi une formule finale pour terminer la lettre. Là aussi, bien sûr, si vous écrivez au principal, vous n'allez pas pouvoir avoir une formule finale familière. Vous n'allez pas pouvoir lui dire bisous, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas avec quelqu'un qui n'est pas proche. Donc cette formule, si c'est avec quelqu'un de proche, vous pourrez vous le permettre. Sinon, vous avez des formules obligatoires. Alors, j'en ai mis une qui est un peu longue, mais qui est l'expression sacrée que vous devriez apprendre. Donc, veuillez agréer, ça veut dire accepter, monsieur ou madame, l'expression de mes salutations distinguées. C'est une formule classique qu'il faut apprendre. Ça peut être sincère salutation, mais c'est déjà plus familier. Il vaut mieux éviter le cordialement, parce que le cordialement, même si on a pris l'habitude de l'utiliser pour des raisons, parce que c'est quelque chose de court, en fait c'est assez familier cordialement, ça sous-entend qu'on a un lien avec la personne à qui on écrit, donc il vaut mieux quand même éviter cordialement. Donc veuillez agréer monsieur ou madame l'expression de mes salutations distinguées. Bien sûr, monsieur ou madame, parce que si vous ne savez pas à qui vous écrivez, vous mettez bien madame, monsieur, vous mettez les deux dans la lettre. La politesse veut qu'on mette les femmes d'abord. Ensuite, 8. Une lettre doit être signée. Donc vous faites une signature. Mais comme pour vos coordonnées, comme pour la date et pour le lieu, vous ne mettez pas votre vrai nom au moment de signer la lettre, si jamais on vous demande d'écrire une lettre au brevet. Enfin, vous trouvez parfois, petit 9, ici, dans le post-scriptum, c'est-à-dire quelque chose qu'on rajoute à la fin des lettres quand on a oublié de dire quelque chose. Par exemple, on a écrit une lettre à un ami et on a oublié de lui demander si il serait disponible pour venir le 14 juillet pour faire la fête. Bon, donc on peut rajouter PS, serais-tu disponible pour le 14 juillet? Le post-scriptum est réservé à la lettre personnelle, c'est-à-dire que si vous écrivez une lettre officielle, vous ne pouvez pas utiliser de post-scriptum, c'est assez familier et c'est vraiment réservé aux lettres qu'on écrit pour ses proches. Donc le post-scriptum uniquement pour les lettres familières. Si jamais vous avez oublié quelque chose dans votre lettre, il va falloir la refaire. Dernière chose qu'il faut évoquer sur ces questions de lettres, ce sont des révisions de choses que vous avez dû voir. En fait, je viens de vous le dire, il y a deux types de lettres. Les lettres privées, donc celles qu'on écrit à ses proches, ses amis, sa famille, un ancien professeur, par exemple, ou les lettres officielles, celles qui sont destinées à solliciter un emploi, un stage ou adressées à quelqu'un de supérieur dans votre hiérarchie. Donc le niveau de langue que vous allez employer va différer. Vous allez avoir vous pouvez avoir un niveau familier si vous écrivez à des amis, alors pas trop familier si c'est une lettre de brevet bien sûr, mais vous pouvez vous permettre d'avoir une langue plus relâchée. En revanche, si vous écrivez au président de la République, vous êtes obligé de faire un effort et d'essayer d'avoir le langage le plus soutenu possible. Donc il faut faire attention à ces deux types de lettres. Il faut faire attention aussi parce que vous pouvez aussi être amené à lire une lettre le jour du brevet, avoir une lettre à lire, le texte à étudier avec des questions, ça peut être une lettre. Et vous devez faire attention parce que il existe deux types de lettres. Il existe des lettres réelles, c'est-à-dire que par exemple, l'un d'entre vous peut se dire tiens, ce prof, je vais quitter le collège, je l'aimais bien, j'aimerais bien qu'on continue à échanger, je lui envoie une lettre par an pour lui donner de mes nouvelles. Vous m'envoyez des lettres, je vous réponds, etc. C'est une vraie correspondance, ce sont de vraies lettres.
C'est ce qu'on appelle une correspondance épistolaire. Epistula en latin, ça veut dire la lettre. Donc ça, ce sont de vraies lettres. Mais il peut arriver que des auteurs choisissent d'écrire des lettres fictives, c'est-à-dire de fausses lettres qui n'ont jamais été envoyées et dont les auteurs n'existent pas. Par exemple, vous avez peut-être lu le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame en rose. Et ben dans ce livre-là, les lettres qui sont écrites, le petit garçon n'existait pas vraiment. Donc faites attention quand vous avez une lettre en face de vous, elles ne sont pas toutes réelles. Certaines sont de vraies lettres, elles ont vraiment été écrites, elles correspondent à un vrai échange épistolaire entre deux personnes, et d'autres ne sont que des textes littéraires créés par des auteurs, dans un roman par exemple, et on appelle ça un roman par lettres. J'en ai terminé pour ce qui est du cours de rappel sur la lettre.